sur un essai. Ah bah c'est bon, ça marche. Allô, oui, bonjour. Donc, moi, c'est Mohamed Niakaté. Donc, je travaille au sein du pôle de compétitivité Bioeconomy for Change, ex-IAR. On était IAR, on a changé de nom depuis fin janvier. Et donc, j'occupe le poste en fait de directeur de l'ensemble des communautés thématiques du pôle et des différents projets. Et puis, je suis également membre du Corbi, le collectif régional de biométhane injecté, qui pilote notamment les actions sur la partie gaz renouvelable au niveau de la région. Donc tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de valorisation du CO2. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais remercier Arnaud de m'avoir donné l'opportunité de venir présenter un petit peu les différentes voies de valorisation de ce CO2 résiduel. Et puis du coup, je laisserai les autres intervenants se présenter. Alors tout d'abord, donc le CO2. Comme vous le savez, donc au niveau de la méthanisation, donc on a quand même une part assez importante de CO2 dans le mélange gazeux. Notamment, en fait, cette part représente à peu près entre 30 et 40% de la part dans la partie biogaz. Donc il y a beaucoup de réflexions sur cette question. Alors pourquoi ? Parce que déjà de 1, même si ça reste du CO2 biogénique, pour l'atmosphère c'est la même chose. Donc il faut pousser encore plus la part, on va dire la philosophie vertueuse de production des gaz renouvelables, tout en allant en fait finalement en réduisant l'impact carbone des unités de production. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire également réfléchir finalement aux différentes solutions qui peuvent permettre soit de séquestrer le CO2, donc de le piéger, ou sinon de le valoriser. Donc tout d'abord au niveau des différentes voies de valorisation dont je vais vous parler. Donc le CO2, donc comme je vous disais, qui est issu de la méthanisation, vous avez plusieurs voies. Vous avez soit la valorisation, on va dire agricole, entre guillemets, puisque le CO2 est utilisé notamment soit pour faire en culture sous serre notamment. C'est beaucoup utilisé lorsque vous avez une serre à proximité d'une unité de méthanisation. Le CO2 peut être valorisé notamment dans cette application. Mais également aussi le CO2 est de plus en plus utilisé pour la production d'algues par photosynthèse, notamment soit la spiruline ou soit des protéines pour l'alimentation animale ou la production de biomasse à méthaniser. Alors pourquoi cette production de biomasse à méthaniser ? Je pense qu'aujourd'hui vous êtes toutes et tous au courant qu'on va avoir dans le futur des tensions sur les intrants qui permettront de produire les énergies de manière générale. Et donc du coup il faut aussi réfléchir à d'autres et identifier d'autres gisements potentiels de matières premières qui peuvent être utilisées pour la production énergétique. Et donc les algues peuvent être aussi une solution. Je pense que vous avez, il y a notamment un pilote ou un démonstrateur qui a été inauguré l'année dernière à l'Unilassal Beauvais, issu du projet Alg for Biométhane pour la production du coup de biogaz à partir de algues. Ensuite après vous avez la valorisation entre guillemets industrielle voire énergétique du CO2. Soit on la recombine avec de l'hydrogène pour refabriquer du méthane de synthèse, soit dans le domaine agroalimentaire parce que notamment il y a des applications, alors après ça nécessite des purifications etc. pour aller dans les boissons gazeuses, ou sur des applications type cryogénie et autres. Donc la méthanation, je vais vous parler plus de la méthanation parce que finalement c'est une solution qui est en cours de développement, qui est en expansion aussi et qui va aussi répondre à pas mal de problématiques. Parce que notamment il y a eu des points qui ont été soulevés lors de la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie en 2020. Il y avait des objectifs qui ont été fixés de réduire en fait le coût de production du biogaz ou du biométhane. Et une des solutions pour pouvoir réduire le coût de production et d'augmenter la productivité aussi des unités de méthanisation va passer par la méthanation. Donc c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que
vous produisez votre gaz, votre CO2 peut être transformé en CH4, et ce qui fait que derrière, votre gaz, votre mélange gazeux est beaucoup plus enrichi, et donc automatiquement une réduction des OPEX finalement sur la partie purification, parce que vous n'allez pas avoir le même temps de purification pour un gaz qui est aux alentours de 60 à 80% de méthane, que par rapport à un gaz qui est plutôt aux alentours de 50 à 55%. Donc pour ça, tout simplement, en fait, la méthanation consiste tout simplement donc, à la recombinaison de l'hydrogène et du CO2. Donc l'hydrogène aujourd'hui est majoritairement produit par électrolyse de l'eau, et le CO2 donc, on a à partir des unités de méthanisation. Donc en fait, vous avez deux types de méthanation, soit par procédé biologique ou soit par la méthanation catalytique. On va dire la méthanation catalytique est beaucoup utilisée, est une technologie qui est quand même très utilisée dans le domaine industriel, parce que finalement, en fait, ça correspond à une unité industrielle de pilotage. Donc du coup, ça nécessite aussi de le piloter comme une unité industrielle. Et la méthanation biologique, je pense que ça peut être une solution qui peut plus facilement se déployer sur des unités de méthanisation. Ensuite, après, la méthanation peut se faire de deux façons. Soit vous avez la méthanation, ce qu'on appelle ex situ, donc c'est-à-dire en fait vous avez votre production de biogaz et une épuration, vous récupérez le CO2 et vous l'injectez dans un autre réacteur ou dans un fermenteur pour pouvoir faire la transformation en gaz de synthèse, en méthane de synthèse. Ou vous avez la méthanation in situ qui se passe en fait à l'intérieur du digesteur, où en gros au fur et à mesure que vous avez fabriqué votre mélange de biogaz, en fait le CO2 fabriqué est transformé en CH4 et à la sortie vous avez un mélange gazeux enrichi en CH4. Donc il y a deux types de solutions, et automatiquement ces solutions vont avoir à la fois un impact fort sur la productivité des unités de méthanisation, parce qu'aujourd'hui on est sur des quantités de méthane dans le biogaz qui sont aux alentours de 50 à 55%. Donc là vous avez plutôt aux alentours de 60 à 80%, donc du coup vous êtes un peu plus enrichi. Et puis également ce qui permettra aussi d'avoir un deuxième objectif, c'est de réduire l'impact carbone de l'unité de production, parce que finalement la quantité de CO2 que vous allez avoir à la sortie sera beaucoup plus faible, et donc du coup vous allez finalement avoir ce cercle vertueux de réduction de l'impact carbone. Et après le méthane de synthèse, soit il est utilisé pour des applications type bio-GNV pour la partie carburation, et soit la partie réseau, notamment pour la chaleur également. Donc voilà, aujourd'hui il y a un certain nombre de technologies ou de projets qui sont en cours d'émergence, voire même des projets qui arrivent même quand même à des maturités démonstrateurs, voire proches de l'industriel. Et c'est des solutions qui se développent de plus en plus, parce que y a une nécessité d'augmenter, comme je vous disais, la productivité. Et puis je pense aujourd'hui, avec le contexte actuel qu'on vit, la production de gaz devient quand même assez important. Voilà. Je vais m'arrêter sur ça et laisser la parole aux spécialistes. Voilà, merci Monsieur Niakaté. Donc si on résume, même si ça a été très concis, très clair, le CO2, soit on le stocke en biomasse, soit on utilise une voie alternative comme la méthanation. Exactement. Et donc si je reviens à l'étape d'avant, et là Clark Industries et GRDF vont pouvoir intervenir également, il y a ce CO2 qu'il faut stocker, nettoyer, purifier, stocker, pour en faire ensuite soit de la biomasse avec les serres, avec les algues, etc. Soit, pourquoi pas, utiliser cette piste de la méthanation qui est assez prometteuse. On parle du gaz, on parle que de ça en ce moment, je ne sais pas, ça doit être l'actualité. On a besoin de CH4, on a besoin de méthane. Donc voilà, transformer le CO2 en CH4 par voie catalytique, c'est possible. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On va... Ah, monsieur. Oui, bonjour, France Nature Environnement. Simplement, parce que la méthanation, c'est pas trop énergivore. Quand vous parlez d'électrolyse, voilà, c'est une interrogation comme on l'a évidemment sur l'hydrogène. Alors. Oui, voilà, se poser la question, dépenser de l'énergie pour faire de l'énergie. Voilà, elle est où la balance ? Je pense qu'aujourd'hui, alors, il y a deux choses. La partie électrolyse et production d'hydrogène, finalement, l'objectif, c'est de stocker l'électricité.
Parce qu'on le sait que la production d'électricité et la consommation, c'est assez intermittent. Il y a des moments où on a besoin d'une forte consommation d'électricité, et puis il y a des moments où on n'en a pas, la consommation est plus faible. Donc du coup, au lieu de perdre la production qui est faite, en effet, l'hydrogène est une solution pour stocker l'électricité. Donc, et puis ça a aussi un moyen finalement de verdir un petit peu la mobilité, parce que c'est beaucoup utilisé pour la mobilité, entre autres. Par contre, c'est vrai que je suis d'accord avec vous que oui, il y a l'électrolyse qui peut être énergivore, mais aujourd'hui, il y a des choses qui sont des solutions qui sont en train de se développer pour aussi réduire l'impact énergétique de la production. Et par contre, sur la partie méthanation, en fonction des solutions qui sont utilisées, par exemple, je prends le cas de la méthanation biologique, vous êtes à une température quand même qui est aux alentours de, allez, on va dire entre 37 et 40 degrés. Vous n'avez pas chauffé non plus des masses. Donc pour moi, sur cette partie-là, vous n'allez pas non plus consommer énormément en énergie. Mais par contre, après, bien sûr, il faut aussi s'assurer de l'équilibre économique entre l'impact carbone de l'unité de production, parce qu'on sait très bien que dans l'avenir, alors à moins qu'il y ait des changements, mais il va y avoir des choses qui vont se faire sur la taxe carbone. Et la question va se poser aussi, c'est est-ce que le CO2 biogénique va être taxé de la même façon? Et là, à ce moment-là, si c'est taxé de la même façon, derrière, il faudra calculer le coût économique. Donc je pense qu'aujourd'hui, les acteurs qui travaillent sur ces solutions regardent quand même l'ensemble, à la fois les aspects énergétiques, mais également les aspects, le bilan économique des différentes solutions qui sont proposées. Voilà, on vous donne ici une piste de stockage du CO2. Non, c'est une autre façon de l'utiliser. Ouais. Voilà, donc la version catalytique ou on utilise des micro-organismes. Oui, c'est ça. Voilà, donc, qui normalement n'utilisent pas trop d'énergie, sauf pour les mettre à bonne température. On pourrait justement évoquer avec M. Garcia, justement votre activité. Vous êtes ici présent en tant qu'exposant, le GRDF également sont présents en tant qu'exposants. Votre expérience autour du CO2, c'est le cœur de votre activité? Je vous laisse approcher du pupitre. Et puis on répondra bien sûr à vos questions, n'hésitez pas. Bonjour, Olivier Garcia, société Clark Energy. Clark Energy, nous sommes spécialisés dans la production d'énergie sur des centrales d'énergie décentralisées, donc valorisation de tout gaz, que ce soit biogaz, gaz fatal, gaz naturel également, et associé à cette production-là, toutes les valorisations de sous-produits et en épuration, par exemple, une fois que vous avez séparé le biométhane du CO2 qui constitue majoritairement le biogaz, l'idée c'est de ne pas relâcher ce CO2 qui est pur à 98%, mais de le liquéfier pour le mettre à disposition dans des cuves pour les différentes applications qu'on vient de voir, méthanation, process industriel, injection sous forme gazeuse dans des serres de production agricole. Donc, et nous sommes sur une technologie de distillation cryogénique. Donc le flux gazeux que vous avez, il est ensuite comprimé à 18 bars. Il est séché pour avoir aucune trace à l'intérieur de tout ce qui est humidité et enlever tout reste de polluants. Et ensuite, on le refroidit à moins 20 degrés et à travers ce refroidissement, il y a un changement d'état et ce changement d'état purifie le CO2. Vous l'avez sous forme liquide en pied de colonne de distillation et vous pouvez, avec une pompe, charger votre cuve associée. Et la cuve sera à disposition pour vos différentes utilisations. Donc technologiquement parlant, c'est une technologie qui existe chez nous et chez des confrères depuis plusieurs années, à différentes tailles, sur différentes niveaux de taille. On va de 100 kg par heure à plusieurs tonnes. Voilà, il n'y a rien d'exotique. Ce qu'il faut bien finaliser, c'est le débouché que vous avez, puisque de ce débouché-là va impacter également le design de votre centrale, le stockage de votre CO2 et la traçabilité que vous allez devoir apporter à votre CO2.
en termes de qualité. Juste petit rappel, lorsqu'on génère du biogaz avec une unité de méthanisation, la majorité, c'est pas du méthane, c'est bien du CO2 qui est produit en majorité, non? Le pourcentage ou la proportion? En pourcentage, on va être sur 55% de CH4 D'accord. et le reste en CO2. 40%. Voilà. En moyenne. Allons-y, présentez-vous et complétez les propos de M. Knaquet et de M. Garcia. Bonjour à tous, donc Olivier Louis, je suis développeur chez GRT Gaz, développeur donc de projets de méthanisation, mais aussi d'autres projets de gaz renouvelable. Et c'est un peu l'objet de ma présentation, c'est d'ouvrir le scope. Donc on a parlé effectivement de méthanation, on a parlé d'utilisation d'un CO2 qui serait biogénique dans l'industrie. Et là, je vais vous parler donc d'autres technologies. Et donc je voulais tout d'abord remercier la Chambre d'agriculture car je suis très content de pouvoir à nouveau participer à des salons, puisque quelque part ça nous a manqué et je pense que toute la filière aujourd'hui est contente de pouvoir se retrouver. Si on peut mettre la présentation. C'est bon? Est-ce qu'elle est... Elle s'affiche la présentation? Ah, ça arrive. On est en train de charger votre présentation. C'est le direct, c'est ça? Vous pouvez meubler. Je peux meubler. Alors, je sais pas faire des Danser, claquettes. chanter, bon. je ne sais pas. Ouais, claquettes, c'est ça, ouais. C'est la spécialité en général. Ou le poirier, tout ça. Après à manger, c'est super. Donc bon, je vais un peu décrire ce qu'on fait nous au sein de GRT Gaz. Donc, je vais vous parler de deux technologies, la pyrogasification et la gasification hydrothermale. Pyrogasification où, avec le comité stratégique de filière et GRT Gaz, nous avons lancé donc un AMI. On a été mandaté par l'État pour pouvoir faire cela. Un appel à manifestation d'intérêt pour recenser les projets en France, dans le sens où l'idée c'est de cartographier ces projets, de voir quel est le nombre, quelle est la consistance et quels sont les business models pour, dans une deuxième phase, pouvoir lancer des appels à projets. Et donc, dans l'idée, c'est d'être dans une continuité du biométhane, puisque depuis le mois d'octobre dernier, un nouvel arrêté est paru qui fait mention d'une neutralité technologique du biométhane qu'on produit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des intrants qui sont d'origine biosourcée, on peut, au travers de la méthanisation ou au travers de la gasification hydrothermale ou de la pyrogasification, que je vais décrire, permettre de créer du gaz renouvelable. Donc vous êtes tous là aujourd'hui intéressés par la méthanisation, mais sachez qu'il y a d'autres briques qui vont pouvoir s'additionner dans le futur, moins matures que la méthanisation, mais qui permettront quelque part d'atteindre les objectifs de gaz renouvelable dans les réseaux. Car il est clair et net, en tout cas nous, donc je précise GRT Gaz, non pas GRDF, c'est les deux cousins, GRDF étant les réseaux de distribution et GRT Gaz les réseaux de transport, c'est les plus petites et les grandes infrastructures. Nous avons donc effectivement en commun ce besoin de, je dirais, on parle de décarboner, mais je ne dirais pas de décarboner, de défossiliser nos réseaux. Pourquoi? Car le carbone, on vient de le dire, le CO2 a une valeur et en aura une de plus en plus. Petite, remarque là-dessus, je ne sais pas si vous savez, mais sur les marchés mondiaux, enfin européens plutôt, pour Euronext, la tonne de CO2 était à 7 € en 2017, elle était à 25 € l'année dernière, et aujourd'hui elle est à plus de 80 €. Donc, les changements, on va dire, même au niveau industriel, sont conséquents dans le sens où le côté économique commence à influer, et donc oblige à des changements. Maintenant que la présentation est arrivée, je vais pouvoir dérouler. Donc, nous sommes, en tant qu'infrastructeurs, et aussi partagés avec les différentes parties prenantes, comme l'ADEME et les autres institutions, partageons une vision, on va dire, à 2050, de 100% gaz renouvelable. Alors, les curseurs sont à ajuster en fonction des typologies d'intrants et en fonction des technologies. Il est clair, et ça c'est clair et net, on est tous d'accord, que la première chose, c'est, on va dire,
de faire des économies d'énergie. Hein. L'énergie qu'on ne paye pas est la plus intéressante. Ceci étant, on aura toujours besoin d'énergie. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut faire pour que demain, dans notre monde, on puisse avoir du gaz, de l'électricité ou d'autres énergies comme l'hydrogène, on va en parler, qui sont renouvelables. Donc on vous présente là un petit schéma où on parle d'un côté de la méthanisation, où on parle d'un autre côté de l'hydrogène, et où on parle donc de méthane de synthèse, que ce soit de la pyrogasification ou de la gasification hydrothermale, et aussi de CO2, et on vient d'en parler à l'instant. On a parlé de CO2, on a parlé... Hop, là je ne vois plus rien. Ah, ça c'est la présentation après. Alors je voudrais bien savoir faire les claquettes, mais bon, je ne me permettrai pas d'essayer devant vous. Donc on va parler donc de la pyrogasification. Comme je connais la présentation, on va avancer sur les slides. Qu'est-ce que c'est que la pyrogasification? L'idée étant de prendre une matière carbonée, hein, parce que pour faire du CH4, il faut du C. Et C, c'est le carbone. Donc prendre de la matière carbonée, qu'elle soit organique, hein, de la biomasse, quelle qu'elle soit, ou qu'elle soit, on va dire, d'origine plastique, donc pétrolière à l'origine. L'idée est de pyrolyser ces éléments, ces intrants, pour les monter donc entre 800 et 1200 degrés en température, ce qui permet de créer un gaz de synthèse. Donc dedans, en fonction de la température et de la typologie d'intrant, on produit plus ou moins de CH4, hein, du méthane, donc du gaz naturel, ou de l'hydrogène. Et de l'hydrogène, je dirais mieux. On va passer au slide d'après. Ça marche. Voilà. Et donc, effectivement, quand on est monté à cette température-là, on a un gaz de synthèse et on se retrouve un peu dans les mêmes dilemmes, on va dire, que ce qu'on trouve dans la méthanisation. C'est-à-dire que je vais avoir un certain nombre de composés, je vais avoir une majorité de CH4, de méthane de synthèse, mais je vais pouvoir, comment dirais-je, l'épurer pour le rendre injectable dans les réseaux et en lieu et place de gaz fossile. Ça, c'est une première possibilité. Je l'ai dit il y a quelques instants, un AMI a été lancé le 14 mars, donc très récemment, avec le comité stratégique de filière, afin de référencer les projets pour, dans un deuxième temps, lancer des appels d'offres et créer un certain nombre de projets. L'intérêt de cette technologie est que, dans la vision dont je parlais tout à l'heure, à 2050, on puisse avoir environ autant de biométhane produit à partir de méthanisation que de biométhane produit ou de méthane de synthèse produit à partir de gasification, de pyrogasification. On a aujourd'hui un certain nombre d'acteurs et un certain nombre de projets qui sont en cours. Je parle d'un projet Gaïa qui est dans le sud de Lyon, porté par Engie, qui fonctionne très bien et donc il y a de très bons résultats. Et d'autres projets comme la Pleine Énergie, voire le projet Salamandre à côté du Havre et le projet Titan 5 qui est en cours de réalisation. Donc on voit qu'on est sur une filière émergente avec un certain nombre d'acteurs français et où on retrouve en général, ce sont des projets, on va dire, de territoire, si vous voulez. C'est-à-dire que l'idée est d'aller chercher un certain nombre d'intrants ou de coproduits ou de produits dont on ne sait que faire pour pouvoir les pyrogasifier et en faire de l'énergie. L'intérêt de ces technologies-là est qu'on retire une contrainte auprès des pouvoirs publics de traitement de ces déchets-là ou de ces matières-là. Voilà. Je vais passer à la gasification hydrothermale. La gasification hydrothermale prend un certain nombre d'intrants, mais là qui sont plus, si vous voulez, d'origine, qui ont entre... L'idéal, c'est d'avoir 20% de matière sèche, donc des matières qui sont plus, on va dire, liquides, quelque part. Là où dans la pyrogasification, l'idéal est d'avoir des matières plus sèches. Hein, vous comprenez bien que de monter en température de l'eau, ça n'a pas trop d'intérêt pour le rendement d'une installation. Là où, donc en gasification hydrothermale, on a cet intérêt de prendre des matières plus humides. Même si elles ne sont pas très méthanogènes, et surtout, et c'est ça qui est très intéressant, si ce sont des matières polluées. Pourquoi ? Parce que la gasification hydrothermale, par son processus, permet de changer l'état de la matière et d'hygiéniser cette matière. On comprend très bien, on l'a tous souffert, on est tous très contents de se retrouver aujourd'hui, qu'avec ces problématiques de Covid et autres, l'hygiénisation de tout ce qui sort et de toutes les matières qu'on peut retrouver, notamment en bout de station d'épuration, est un sujet de société.
Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit liquide? C'est parce qu'il faut que ce soit pompable. On le pompe, on le monte en température et surtout en pression. C'est la différence avec la gazéification hydrothermale. On monte moins haut en température, entre 300 et 400 degrés. Par contre, on monte très haut en pression, 200, 300, 400 bars, pardon. Et à ce moment-là, on en ressort un gaz qui, en fonction de la teneur des intrants et en fonction de la température, est plus ou moins concentré en CH4 ou en H2. Cette matière, on peut après l'injecter dans le réseau une fois qu'on l'a épurée, comme on a vu auparavant, par rapport à à la pyrogazéification ou à la méthanisation. L'intérêt de cela, c'est qu'on voit tout de suite que demain, dans des unités de méthanisation, on pourrait, en fonction de la typologie d'intrants, créer des projets multi-briques, on va dire, en rajoutant une brique de pyrogazéification, une brique de gazéification hydrothermale, ou, comme on le disait tout à l'heure, une brique d'épuration du CO2, voire de méthanation. Voilà. Le champ des possibles est ouvert. On voit que l'État, et on le comprend très très bien, veut pousser vers des gaz de moins en moins fossilisés, et que, quelque part, ces solutions-là, notamment vis-à-vis des problématiques de gestion et de traitement des déchets, qui à 2025 vont être prégnants puisqu'il y a des obligations pour les collectivités, seront des solutions pour pouvoir répondre à ces attentes. Donc, je le disais tout à l'heure, on a effectivement un gain en termes de dépollution ou de décontamination, d'hygiénisation, mais on a aussi un intérêt, c'est qu'on peut récupérer le NPK, qui intéresse fortement effectivement toute la partie agricole, notamment pour la partie engrais, pour amendement des sols. Et on a surtout, et je parlais donc tout à l'heure des problématiques de bout de station d'épuration, un vrai sujet sur l'épandage. Ça permet de concentrer presque jusqu'à 10 fois les éléments à épandre derrière. Et donc sur des endroits où on a des contraintes, notamment avec l'ARS, donc les organismes de santé, ou les stress, on va dire, liés aux problématiques d'écoulements fluviaux, eh bien, on peut arriver à répondre à ces problématiques-là par la gazéification hydrothermale. Où on en est aujourd'hui, on voit qu'en Europe, on a un certain nombre de projets qui sont en cours. En France, plusieurs sont en train de sortir. On est sur, si vous voulez, dans une graduation, je l'ai passé assez rapidement le premier slide, sur une graduation temporelle, où si vous voulez, on est aujourd'hui sur la méthanisation qui est mature. Demain arrive la pyrogazéification et la gazéification hydrothermale un petit peu après. Ceci étant, aujourd'hui, on voit que chez nos voisins, notamment les Hollandais, ceux-ci ont considéré que d'ici 2030, la moitié des gaz renouvelables qu'ils produiront seront faits par gazéification hydrothermale. Et ils ont une unité qui est en cours de montée en puissance, qui faisait 3 tonneurs, qui est passé à 16 tonneurs cette année et qui va passer à 44 tonneurs l'année prochaine. Je vous laisse calculer par 8600 heures. Vous voyez qu'on commence à être sur une installation très conséquente. Ça permet de traiter tous les déchets industriels et de collectivités sur un rayon non négligeable, alors je ne sais plus si c'est 30, 40 ou 50 km, autour de l'unité de traitement. Voilà. Donc, c'est cette unité SCW système aux Pays-Bas, mais on a aussi en Suisse une unité qui est en train de se monter et qui fonctionne avec Treatec. Et donc, on peut d'ores et déjà, quand il y a des projets, tester, on va dire, les résultats, on va dire, de ces installations avec les intrants qu'on pourrait trouver sur les différents territoires. Et donc, il n'y a plus qu'à, lancer les projets. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur la présentation. Je crois que ça c'est succinct. On va demander de faire court. Et donc, je suis à votre disposition si vous avez des questions. J'ai été très clair. Merci d'avoir supporté ces petits aléas techniques. Vous en êtes sortis très bien. Une présentation très complète. Voilà, on était parti sur le CO2 résiduel qu'il fallait traiter, stocker, transformer, utiliser la méthanation. On s'aperçoit très vite, avec votre intervention, qu'il y a une foule des possibles, un horizon très, très important de choses à faire, de techniques qui existent, qui sont soit en matière de développement, soit déjà en marche à travers toute l'Europe et qui fonctionnent. La pyrogazéification notamment,
également Gazéification hydrothermale. thermale, voilà. Voilà, plein de choses qui sont encourageantes pour l'avenir, pour pas justement ne travailler que sur les énergies fossiles, justement. Là, on est sur du renouvelable qu'on retransforme dans des gaz qu'on connaît, quoi. Hein. S'il y a des questions, des remarques, n'hésitez pas. Regardez, on a la chance d'avoir 3 intervenants de grande qualité. Donc on les a, on en profite. On peut poser encore beaucoup de questions. Ce sont des projets, notamment sur la pyrogazéification, j'ai vu qu'il y avait un projet à Compiègne, ici dans la région, ETIA, ouais. qui est déjà en fonctionnement. Alors ETIA a fait effectivement, on a créé un partenariat, a fait un projet prototype, et c'est ce qui permet aussi aujourd'hui de pouvoir tester un certain nombre de briques, et le projet est en train de grossir. Et alors une question sur les intrants, ils viennent de où? Alors les intrants sont de multiples et variés, c'est l'intérêt de cette technologie. On essaye des intrants de type biomasse, hein, ça peut être de la plaquette de bois, hein, voilà. On peut essayer des intrants de type bois B, hein, c'est-à-dire des bois qui ont déjà été utilisés, traités, hein, les traces de chemin de fer ou les palettes, enfin tout ce que vous voulez. Et on a aussi tout ce qui est déchets carbonés, donc ce qu'on appelle aussi communément les CSR, composés solides de récupération, qui sont des sortes de billettes qui peuvent être utilisés comme combustible, hein, des petits pellets, mais qui sont des concentrés de carbone, en gros de plastique qu'on a retraité. Les techniques très puissantes comme les vôtres permettent, vous avez avancé très vite sur les NPK, notamment, c'est aussi une source d'approvisionnement, hein, de oui, NPK. C'est ça. On peut retirer les MPK et l'eau qui est traitée dans la gazéification hydrothermale peut être réutilisée. Ce qui fait qu'on ne capte pas de l'eau pour pouvoir le traiter, on en génère. Monsieur. Une petite question sur l'efficacité énergétique, finalement, de la méthode. Par rapport, si on fait un ratio entre l'énergie produite et l'énergie qu'on est obligé de consommer pour le chauffage notamment, etc. Est-ce que vous avez une idée de cette efficacité énergétique? Alors pour la gazéification hydrothermale, on parle entre 70 et 80% d'efficacité énergétique si on rajoute une méthanation catalytique dont a parlé tout à l'heure Mohamed, monsieur Niakaté. En effet, c'est-à-dire que comme si vous voulez, on sort du CH4, mais on sort aussi de l'H2. Si on peut le recombiner avec le CO2 qu'on a récupéré, on arrive à 70-80% d'efficacité énergétique sur la gazéification hydrothermale. La pyrogazéification, c'est très très lié aux intrants. Si vous voulez. Il y a quelques années, les intrants, on avait 200 projets dans le monde avec 200 types d'intrants. Ça allait du pneu jusqu'à, je vous disais, trappe de chemin de fer. Mais on arrive à des rendements, je ne sais pas, 60, 70, 80%. Pareillement, si on rajoute une brique derrière de méthanation catalytique, on peut arriver à recombiner une partie. On est à peu près sur les mêmes rendements. Par contre, il faut chauffer au départ, voilà, et après, le process s'auto-alimente. Donc on a moins besoin de venir chauffer la matière au départ. C'est un peu la même question avec les hautes pressions, hein, que vous utilisez à plus de 400 bars. Il y a également cette nécessité d'avoir beaucoup d'énergie. Oui, il y a quand même une initiation du process, hein. Il y a quand même une énergie à fournir au départ lors du lancement, mais qui après est moindre puisque effectivement ça s'auto-alimente. Oui, la question c'est justement vous répondez en partie sur les déchets qui vont être traités. Est-ce que dans ces phénomènes-là, vous extrayez les métaux lourds? Est-ce que vous parlez un tout petit peu plus fort? Je Pardon, t'entends pas bien. Ça va mieux là? Oui, je disais, c'est important de définir les déchets que vous allez traiter. Et en même temps, est-ce que les métaux lourds sont extraits de cette méthode? Les métaux lourds. J'arrive pas bien à entendre, je m'excuse. Ouais. Alors, on parlait de l'extraction au niveau des métaux lourds. Oui. Voilà. Est-ce qu'on arrive avec ces techniques à les récupérer, à les stocker, à les mettre de côté? Avec la gazéification hydrothermale, on arrive à les écarter. Mais c'est un déchet ultime, hein, on ne peut pas les traiter. Mais on peut les écarter, oui, tout à fait. Effectivement. Alors, on tombe sur des sujets qui sont toujours très intéressants, sensibles. Merci. N'hésitez pas. Encore des remarques. On a fait un panorama vraiment assez complet, hein. On était parti avec monsieur Niakaté pour parler du CO2 résiduel, et puis, enfin du CO2, oui, résiduel. Qu'est-ce qu'on en fait? On peut le stocker, on peut en faire un CO2 liquide qui va servir l'industrie agroalimentaire.
ou pourquoi pas être stocké en biomasse, ou pourquoi pas partir en méthanation. Et puis on s'aperçoit avec GRDF aussi qu'on peut aller beaucoup plus loin sur des nouvelles techniques, des techniques de pointe, de haute technologie, qui permettent d'aller encore plus loin et qui sont à fonctionner, vous avez utilisé le mot de brique, mais c'est exactement ça, hein. Il y a plusieurs modules qu'on peut associer pour avoir vraiment l'efficacité la plus importante. Oui, donc Emmanuel Giovannoni de la coopération agricole. Ma question est plus pour vous, Olivier Lucas, donc, de Clark Energy. Je souhaitais avoir des éléments financiers sur, on va dire, à partir de quel volume, par exemple en injection, ou ça peut valoir la peine effectivement de se lancer dans une valorisation du CO2, donc un peu voilà, des éléments financiers de rentabilité, de choses comme ça autour de ça. Alors, je vais vous répondre sans vous répondre. J'annonce déjà. Tout va dépendre de à qui vous vendez votre CO2, s'il est loin, quelle est la qualité qu'il veut. Voilà, il y a ces conditions-là déjà à remplir. Ce qui est sûr, c'est que pour une distillation cryogénique, vous allez avoir en dessous de 200 kg/h, ça risque d'être compliqué pour trouver une rentabilité, étant donné que vous allez presque installer le même châssis, le même système, la même centrale que pour produire le double. Tout va se jouer sur, mis à part la puissance du compresseur et du groupe froid, à la hauteur de la colonne de distillation. Et vous allez avoir quelques mètres près de tube inox. Mais voilà, donc il y a un coût minimal qu'il faudra écraser avec une production que vous pouvez avoir aux alentours de 300-400 kg/h de CO2 liquide. Pour avoir des idées de grandeur, 400 kg/h de CO2 liquide, ça correspond à un épurateur qui produit un peu plus de 250 normomètres cubes de biométhane. Que ça donne des idées comme ça. C'est une réponse qui est tout à fait précise. Tu disais je veux répondre sans répondre. Non, c'est bien, on apporte des données, des chiffres. C'est pour donner le cadre. Comme je le disais tout à l'heure, ils sont exposants ici, Clark Industries, GRDF. N'hésitez pas à aller plus loin avec eux. Il y a des sujets qui intéressent et qui sont intéressants, notamment pour chacun a des questions. Donc il ne faut pas hésiter, bien sûr, à aller à leur rencontre. Voilà. On peut s'arrêter là si vous le souhaitez. On peut continuer encore 1 heure si vous voulez. Regardez, ils sont en pleine forme. Donc, oui, vous êtes en forme. Ouais, allez, je vais vous donner la parole. Hop. En fait, ce qui fait aujourd'hui qu'il y a cette énergie-là, c'est que en fait, on est sûr d'être dans le bon business. Et on est ça va dans le bon sens, tout ça. Enfin, on a un CO2 et ce sous-produit qui est rejeté à l'atmosphère, c'est toujours du CO2 comme ce qui a été présenté. Et donc, voilà, ça a du sens de faire ça, au-delà de la rentabilité financière qu'il faut avoir, hein, parce que sinon on ne voit pas aboutir le projet. Mais voilà, tout ça, ça a du sens et c'est aussi pour ça qu'il y a cette énergie. On le sent tout à fait, cette énergie. Effectivement, ça a du sens, ces démarches. Ce salon autour de la méthanisation, tout simplement, ça a du sens, puisque on est dans la réalité. On est dans ce qui se fait actuellement et ce qui doit se faire et vers quoi on doit tendre. Donc merci à vous de vous prêter au jeu, d'être ici avec nous et avec les nombreux visiteurs. Je vais vous laisser regagner vos stands quand même. Et puis nous, on se retrouve de toute façon à 16h, puisqu'on va continuer, on va